Alors, avant toute chose, j'aimerais remercier les organisateurs, organisatrices de cette journée de leur invitation. C'est un très grand plaisir d'être ici et c'est aussi la première fois depuis 18 mois, 20 mois même, que je fais une conférence en public. J'ai une ou deux réunions, j'ai eu un ou deux déplacements, mais très, très peu. Et je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir recommencer à renouer avec la pratique académique normale qui, je pense, à beaucoup d'entre nous a sérieusement manqué, de se voir, de se rencontrer en présentiel et pas seulement sur Zoom ou quelque chose de similaire. Alors, j'ai été extrêmement flatté quand j'ai reçu cette invitation à venir parler de... Alors, est-ce que ça marche? Au moins, est-ce que ça suit? Je regarde. Non, non, pas encore. Ah oui, là, ça suit, c'est bon. Venir parler de, justement, de la vie d'un observatoire, puisqu'on est dans l'axe observatoire des langues ou en lien avec les langues, d'autant plus flatté que, comme vous allez voir, à l'Observatoire Économie, Langue et Formation, nous sommes vraiment une toute petite chose. Donc, voilà, je vais vous parler de ce que nous essayons de faire là-bas à l'Observatoire, sous un angle spécifique qui est celui qui a été évoqué tout à l'heure, qui est celui du rôle de l'interdisciplinarité dans notre activité. Alors, ce que je vous propose comme plan, c'est d'abord revenir brièvement sur la notion d'interdisciplinarité. Dans quelle mesure est-ce que c'est une nécessité? La réponse, c'est oui. C'est le contraire de Beveridge Law, là, où la réponse à un titre avec une question, c'est toujours non. Là, la réponse, c'est oui. Le positionnement de l'observatoire va faire l'objet de la deuxième section. Et la troisième va être la possibilité de donner une illustration de comment nous essayons de travailler sur la diversité des langues, sur le multilinguisme, sur le plurilinguisme également, à partir de notre positionnement. Et puis, à la fin, il y aura quelques brèves conclusions. Conclusions qui sont avant tout un appel à discussion. Les conclusions, elles tiennent en une diapositive. Donc, il s'agit surtout d'amorcer la discussion, et pas seulement là, mais peut-être aussi les discussions que nous pourrons avoir les uns avec les autres pendant ces prochains jours. Alors, brief note, I've prepared my slides in French. I was going to talk French. I can switch to English if you want me to. If you don't want me to, I'll stick to French. But if something's not clear, please just give me a shout. And a shout. Don't raise your hand because I'm going to be concentrating on the screen, so I might not see you. So give me a shout, and I can repeat something, translate something, or whatever, right? So let's feel free to switch between languages according to need. Bien, alors je reviens au français. Donc, comme je le disais, un plan qui se veut assez simple, en commençant par quelques généralités. Alors, je m'excuse par avance pour la banalité de ce que je vais dire, mais ça permet quand même de camper un petit peu l'action, de situer ce dont nous allons parler. Alors, quelques clarifications. Quand on parle d'interdisciplinarité, qu'est-ce qu'on veut dire? Alors, peut-être le mieux, c'est de la situer un peu par différence avec d'autres choses, notamment le pluri et le trans. Pluridisciplinarité, simple coprésence, éventuellement dialogue de plusieurs disciplines, dans une activité de recherche, dans une structure institutionnelle. J'ai un exemple dans un instant. L'interdisciplinarité, sur laquelle je vais me concentrer davantage, je la vois comme la combinaison, en général combinaison en lien avec des questionnements ou un faisceau de questionnements explicites, des apports de différentes disciplines, qui conservent par contre leur spécificité propre. C'est ce que le sociologue Jacques Conan-Luther appelait l'interdisciplinarité par articulation. Donc, on voit comment on peut faire fonctionner, collaborer des perspectives qui demeurent différentes. Et sinon, on peut aussi invoquer ou évoquer la transdisciplinarité, que je vois plutôt comme une tentative de dépasser des disciplines dans une démarche qui se veut éventuellement holistique, qui vise plus ou moins à se substituer à l'utilisation des disciplines canoniques. Alors, on peut se poser la question, est-ce que ce sont des choses qui sont foncièrement différentes? Est-ce que c'est un continuum? Puisque l'interdisciplinarité, elle revendique les disciplines canoniques, justement pour en tirer le meilleur parti et les faire dialoguer, tandis que la transdisciplinarité, j'ai l'impression qu'elle cherche plutôt à les abolir. Alors, on peut effectivement les voir comme des discours très séparés, des perspectives très séparées. Moi, j'ai assez tendance à les voir comme une forme de continuum. C'est-à-dire que même si ce qui m'intéresse, c'est l'inter, le multi, rien contre, c'est bien. Et puis le trans, pourquoi pas, si ça s'y prête. Mais on peut voir donc le multi comme
le début du continuum avec un impact minime sur les pratiques et les structures de la recherche. L'inter allant un peu plus loin parce que ça exige un dialogue entre les praticiens de différentes disciplines, un dialogue qui va être centré sur l'objet, avec un cadre analytique qui permet justement ce dialogue ciblé, et ça offre, ce cadre offre un contexte d'articulation. Et puis plus loin, le trans, dans lequel on va tâcher en tant que chercheur de ne même plus se définir prioritairement en termes d'une discipline, d'un profil disciplinaire canonique, dire une linguiste, un politologue, une géographe, un économiste, une juriste, etc., dépasser tout cela pour être au-delà de ces divisions disciplinaires. Alors, moi, j'ai plutôt tendance à voir ça comme un continuum, en estimant, quant à moi, que la partie inter est celle qui est à la fois assez réaliste, même indispensable, comme je vais le dire, et en même temps extrêmement féconde. Alors, est-ce que c'est une vieille lune, un old chestnut? Alors, dans un sens, oui, parce que tout le monde est pour. Tout le monde est pour. Trouver quelqu'un qui est contre l'interdisciplinarité, ça arrive des fois dans certains comités, des collègues qui se plaignent qu'on en fait trop, mais c'est rare. Hein. Comme on dit en allemand, c'est pas très allonfähig. C'est pas le genre de choses qu'on dit in polite company. Hein. On ne dit pas que l'interdisciplinarité, c'est mal. On dit que tout le monde est pour. Mais par contre, on n'est jamais très, très clair sur ce pourquoi on est pour. Et quel que soit celui des trois termes qui est évoqué ou invoqué, souvent, ça en reste, ça a de très bonnes intentions. Alors, l'interdisciplinarité, qui est peut-être un peu plus souvent mentionnée que la pluri ou le trans, est souvent ravalée au statut de ce qu'on pourrait appeler, j'appelle ça du bruit de fond académiquement correct. Il faut faire ça parce que c'est sympa. C'est ce qu'on pourrait considérer comme un feel-good term parmi d'autres. Alors voilà un exemple qui vient de chez nous à Genève. Ceux d'entre vous qui viennent de l'Université de Genève reconnaîtront le hall du bâtiment uni Dufour, du nom du général de la guerre civile au milieu du 19e siècle. Et sur le sol était projeté, ceci qui n'est peut-être pas très lisible, la diversité fait la richesse d'une université ouverte, pluridisciplinaire et innovante. Alors vous allez apprécier comme moi l'accumulation des feel-good terms, ils sont tous très sympas, on ne sait pas très bien ce qu'ils veulent dire, mais il faut les dire. Alors voilà, donc c'est très bien de les dire, très content, mais il ne faut pas oublier qu'en même temps, il existe quand même dans les institutions une certaine méfiance. Et à quoi est-ce qu'on la voit? On la voit au fait que quand vient le moment d'attribuer des fonds de recherche ou des postes académiques, ces belles intentions restent presque systématiquement lettres mortes. Alors je dis presque, parce que on laisse un peu la porte ouverte, il y a des exceptions, mais déjà, les chercheurs qui sont réellement interdisciplinaires sont souvent condamnés à une forme d'errance. Où est-ce qu'on va mettre les gens qui ont des profils interdisciplinaires? Et les programmes interdisciplinaires, où est-ce qu'on va les domicilier? Alors que tout le monde veut l'argent, mais personne ne veut les programmes. Vous avez là-dessus un bouquin qui est assez sympa d'une collègue de l'Université d'Édimbourg, Catherine Lyle, qui a écrit ce livre qui s'appelle Being an Interdisciplinary Academic, qui raconte un petit peu certaines des expériences qu'elle a relevées elle-même ou vécues elle-même dans le domaine. Et toute autre chose égale par ailleurs, ce qu'on constate également, c'est que les projets interdisciplinaires reçoivent moins de financement que les projets intradisciplinaires. Il y a là-dessus un papier dans Nature qui est paru il y a 5 ans de Brahman Dinajekwa qui établit, alors c'est difficile naturellement de faire une comparaison parce qu'il faut raisonner autant que possible, toute autre chose égale par ailleurs, au moins dans une perspective suffisamment multivariée. Et ce que l'on constate, ce qu'eux constatent, c'est que dans la mesure où on peut lisser sur les autres dimensions, quand c'est interdisciplinaire, c'est beaucoup plus difficile à placer. Alors que ce soit un projet, que ce soit un programme, que ce soit une personne, ça devient, c'est toujours difficile. Néanmoins, je pense que l'interdisciplinarité reste quelque chose d'indispensable. Alors c'est intéressant. Et l'interdisciplinarité, rappelons-le, la perspective dans laquelle je la propose, ce n'est pas une négation des disciplines, c'est presque au contraire une affirmation des disciplines, mais dans leur complémentarité mutuelle. Et je pense que c'est particulièrement vrai dans les sciences sociales et humaines. Alors là, je vais citer un prix Nobel d'économie en 1974, Gunnar Myrdal, qui disait « Problems do not come in disciplines ». Et effectivement, la plupart des problèmes, alors vous pouvez toujours trouver des trucs qui sont traitables de manière très, très intradisciplinaire, mais c'est assez rare, somme toute. Et là, il y a une citation, j'ai essayé de la retrouver, je crois que, de retrouver la source, je crois que c'est Richard Swedberg, qui est un Suédois, sociologue qui fait de la sociologie économique, qui enseigne à Cornell, qui, dans un bouquin sur les liens entre économie et sociologie, citait Myrdal. Alors, j'ai cherché, je n'ai pas retrouvé la source exacte,
j'ai quand même mis la citation attribuée à Gunnar Myrdal, parce que je crois que c'est ce que dit Swedberg, mais prenez-le avec réserve. Néanmoins, la phrase, elle est sympa. On sait bien que les questions les plus intéressantes sont celles qui se situent à l'intersection entre les disciplines canoniques. Alors, de façon générale, je pense que l'interdisciplinarité, c'est quelque chose qui est toujours intéressant, stimulant et même indispensable si on veut traiter les problèmes qui ne viennent pas emballer dans des petites disciplines. Et je pense que spécifiquement, quand il faut penser les questions de langue dans la société, vous voyez, j'ai mis le tiret de manière très, très Fishmanienne. C'est Fishman qui disait language in society, où s'entrecroisent des processus qui ne sont pas seulement linguistiques, mais aussi politiques, socio-économiques, culturels, enfin tout ce qu'on veut. Alors, je vais peut-être vous en donner deux exemples. D'abord, un exemple qui est inspiré du cadre dans lequel je travaille avec mes collègues à la faculté de traduction et d'interprétation. Quand on pense à la traduction, déjà comme activité professionnelle, mais aussi on pourrait dire la même chose quand on parle de la traduction en tant qu'exploration intellectuelle. La traduction est quelque chose qui dépend directement du multilinguisme, caractérisant une société donnée à un moment donné. Sans multilinguisme, pas de traduction. Et ça dépend directement et indirectement des politiques publiques avec lesquelles on gère ce multilinguisme. Tous ces éléments vont déterminer déjà la demande de services de traduction. Est-ce qu'il faut traduire les lois? Est-ce qu'il faut traduire la signalétique routière? Est-ce qu'il faut traduire les notices d'utilisation des médicaments? Dans quelle langue, du reste? Ou dans quelle variante de quelle langue? Nous, on a le problème chez nous pour la 4e langue nationale, le romanche, puisqu'il y a 5 versions écrites, plus une version unifiée, tout ça pour 30 000 personnes. Sous quel délai? Avec quels effets juridiques? Est-ce que les effets juridiques du texte ne vont pas être les mêmes? Donc, si on veut aborder ces questions-là et inclure là-dedans la question du multilinguisme et de sa gestion par des politiques linguistiques qui peuvent faire appel à la traduction. Tout ceci, c'est des phénomènes dont je pense qu'on peut prendre la pleine mesure que dans une optique qui est résolument interdisciplinaire. Très, très vite, on va toucher aux besoins, à la nécessité, si on veut comprendre cette demande, de se dire, voilà, il ne faut pas croire que la demande de traduction, elle tombe du ciel comme ça. Non, elle ne tombe pas du ciel. Et elle dépend aussi d'une situation qui est largement elle-même le produit des interventions qu'au niveau d'une société, qui sont adoptés au niveau d'une société à travers effectivement tout un appareil, un processus politique et institutionnel. Un autre exemple dans la même veine, c'est l'interprétation de conférences. Régulièrement, là ça fait quand même quelques années que j'ai moins l'occasion d'aller à Bruxelles pour une raison ou pour une autre, mais quand même j'avais régulièrement l'occasion de voir les directeurs généraux des SCIC, des services communs d'interprétation de conférences. Il y en a eu plusieurs, et qui me disaient régulièrement qu'ils voyaient l'effondrement du nombre de jours de interpreter days qu'ils avaient à garantir. Pourquoi? Parce que la plupart des intervenants s'expriment en anglais, donc beaucoup moins de besoin d'interprétation de conférences. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin d'interprétation. Il y en a, mais c'est de l'interprétation communautaire, un peu moins prestigieuse, qui paye sensiblement moins. Mais bon, tout ceci, comprendre comment ça se fait, comprendre que cela provient aussi de l'influence des politiques linguistiques qui, là je vais vous citer une autre anecdote, je m'écarte un petit peu, mais je me souviens d'une réunion que nous avions eue à Genève aux Nations Unies où l'ambassadeur d'un pays disait, à titre presque d'avertissement aux interprètes de conférences, ils disaient, écoutez, vous nous coûtez horriblement cher, il faut que vous nous coûtiez un petit peu moins cher, parce que sinon on risque de se passer de vous. Alors si ça avait été l'ambassadeur du Danemark qui avait dit ça, je n'aurais pas prêté attention, parce que je ne m'attends pas à ce que, en général, les politiciens ou les diplomates danois soient les premiers défenseurs de la diversité des langues plutôt que de l'anglais seul. Par contre, ça venait de l'ambassadeur de France. Alors, venant de l'ambassadeur de France, je me suis dit, si même lui dit une chose comme ça, c'est vrai que là, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qui détermine la demande, à quel prix, pourquoi, dans quelles conditions, etc. Alors, vous voyez, là, vous avez tout de suite une dimension qui fait intervenir des considérations politiques, économiques, etc., qui vont au-delà de la perspective strictement centrée sur la communication multilingue. Deuxième exemple, pour conclure cette première section, je pense ici au cas de la protection, de la promotion d'une langue minoritaire. Alors, la survie à moyen long terme d'une langue minoritaire dépend de l'existence de contextes d'utilisation pour cette langue, notamment pour les communautés dites vernaculaires. Je fais référence ici à un livre qui vient de sortir à propos de la crise dans les communautés de langue gaélique en Écosse. C'est donc sorti l'an dernier par
Krahura Girgagne et 6 autres collègues. Et c'est un livre que je recommande parce qu'il met en évidence l'importance de ce qui se passe dans ces communautés vernaculaires, et donc pas seulement dans les communautés de néo-apprenants, de néo-locuteurs qui se développent dans les grandes villes écossaises. Et ce qu'on remarque aussi, et là j'étais encore il y a 2 semaines et j'ai eu l'occasion d'interviewer différentes personnes sur le terrain, la viabilité n'est pas qu'une question linguistique, mais aussi le développement socio-économique régional. Et un exemple qu'on m'a donné, c'est que, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent les Hébrides extérieures. Et là, le coin sans doute le plus spectaculaire, c'est une région qui s'appelle Harris. Et sur l'île de Harris, c'est une île et une presqu'île ensemble, vous avez une flambée des prix de l'immobilier. Cette flambée des prix de l'immobilier reflète les tendances générales sur le marché de l'immobilier, mais aussi les conséquences de la crise sanitaire et de l'envie très compréhensible qu'ont beaucoup de personnes de faire du télétravail. Résultat, vous avez une quantité de gens qui s'installent là-bas, qui achètent des maisons, ça fait monter le prix du terrain et ça devient très difficile pour les jeunes générations gaélophones de rester là-bas. Donc, bon, ils vont ailleurs, la communauté se dilue et le maintien d'un tissu communautaire qui fonctionne en gaélique suppose à ce moment-là une régulation de ces processus qui sont des processus qui relèvent du développement économique régional. Voilà, donc je crois que l'interdisciplinarité, c'est une nécessité et c'est partant de ce constat que l'Observatoire économie, langue, formation a défini un petit peu son rôle et son positionnement. Alors, en termes institutionnels, cet observatoire a été créé, comme ça a été dit tout à l'heure, en 2003. Il est rattaché à la faculté de traduction et d'interprétation. Il est lié à la chaire d'économie. Je précise qu'il ne s'agit pas de traduction économique. C'est d'autres de mes collègues qui enseignent la traduction économique. Je n'enseigne pas la traduction économique, j'enseigne l'économie dans cette faculté. Plus de 3 autres cours, je vais en parler maintenant. Le champ de travail de l'Observatoire est défini à partir de la notion de diversité linguistique, dont la gestion constitue l'un des enjeux cruciaux des sociétés contemporaines. C'est ce que vous trouvez sur le site. Et je viens de constater en lisant mes notes que j'ai fait une erreur. Ce n'est pas elf.ft, vous pouvez juste mettre elf.nige et vous arrivez dessus parce qu'on a un raccourci très commode pour accéder à la page où vous trouverez beaucoup plus de détails. Alors, cette démarche débouche sur des cours qui sont non seulement des cours d'économie, mais aussi des cours sur la sélection, la conception, l'évaluation des politiques linguistiques. Ça donne lieu à des projets de recherche dans ces domaines, et c'est des projets de recherche qui vont nous amener plus ou moins loin en fonction des financements externes qu'on obtient. On a aussi une mention de doctorat qui s'appelle Gestion de la communication multilingue, qui est une des 4 mentions à côté de traductologie, interprétation et traitement informatique multilingue. On a une très, très modeste dotation permanente fixe, c'est-à-dire que c'est une partie du temps d'un prof ou d'une prof, enfin, c'est une partie de mon temps là, qui est consacrée à ça. Et on a aussi un poste de collaboratrice scientifique à 80%. C'est tout. L'Observatoire ELF, c'est environ au total un poste et demi. Donc, je vous ai dit qu'on était minuscule. On est minuscule, c'est un poste et demi. On peut même compter à 1,8 si on veut dire que tout mon temps, y compris les cours d'économie, tout ce qu'il y a de plus standard concerne l'Observatoire, même si on n'arrive pas à 2 postes. Hein. Et ça peut être, il n'y a absolument aucun autre financement structurel, fonds de fonctionnement particulier, rien. Et ceci, par contre, peut être complété par des financements externes en fonction des projets. Donc, quand je vous disais qu'on est minuscule, ce n'est pas de la blague, hein, c'est vraiment un tout petit, dans une très, 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 très modeste structure. Alors, dans un cas comme ça, c'est clair que même si il n'y a pas une obligation formelle, il y a une attente forte qu'il y ait des projets de recherche avec financement externe. Alors, ça peut être des projets de recherche de différents types. Certains s'inscrivent au niveau national, dans le sens que les sources de financement sont elles-mêmes helvétiques. Ça peut venir du Fonds national suisse de la recherche scientifique, de certains autres organismes de soutien à la recherche, des administrations publiques, typiquement Confédération et cantons, très rarement du secteur privé, rarement, c'est dommage parce qu'il y a souvent plus d'argent là-bas. Et puis au niveau international, ça peut être des fonds de recherche européens, donc on a travaillé dans le cadre des programmes 6 et 7, des programmes cadres 6 et 7. Ça peut être des projets sur appel pour des organisations internationales, à nouveau, ça peut être tel ou tel DG à la Commission européenne, ça peut être la francophonie avec un grand F, hein, puisque là je parle ici non pas de la francophonie comme réalité sociolinguistique, mais de la francophonie en tant qu'organisation formelle d'État avec ses différents opérateurs. Ça peut être parfois le Conseil de l'Europe, très sympa, j'adore bosser pour le Conseil de l'Europe, simplement ils n'ont pas d'argent pour ça. On peut aussi, voilà, donc voilà l'éventail au fond de ces projets.
Alors, depuis la création en 2003, on a ramené, si vous voulez, environ 1,6 million d'euros, ce qui fait à peu près 90 000 euros par an. Mais bon, le budget cumulé des projets qu'on a pilotés ou copilotés, c'est des projets pour lesquels on reçoit une masse d'argent plus importante et qui est ensuite redistribuée entre différents partenaires. Là, sur ces 18 ans à peu près, ça fait 11 millions d'euros. Mais donc une petite partie seulement qui reste chez nous, le reste, ça repart ailleurs. Alors, le cœur de cible pour nous, c'est la notion d'environnement linguistique. On va peut-être expliquer un tout petit peu ceci, parce que c'est ça qui va nous permettre de faire cette transition entre les questions très générales et les questions un peu plus spécifiques sur lesquelles on travaille et puis dont je vais vous parler un peu. Alors, au départ, à l'Observatoire ELF, on s'intéresse au plurilinguisme individuel et au multilinguisme sociétal. Je reprends ici la division qui est passablement stabilisée au niveau du Conseil de l'Europe. Et pris conjointement, pluri et multilinguisme fondent la diversité linguistique. Diversité linguistique qui a des causes et des conséquences dans toutes sortes de dimensions. Et ça, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, mais des dimensions linguistiques, bien évidemment, mais aussi sociales, politiques, économiques, culturelles, etc., etc. D'où d'emblée cette inscription interdisciplinaire, à mon avis, incontournable. Et l'objet d'étude, on peut à ce moment-là le reformuler comme l'environnement linguistique. Environnement linguistique, ça permet de faire un tout petit pas en direction de l'opérationnalisation, parce qu'on peut le définir comme la somme totale des manifestations de la diversité des langues dans la vie des personnes et dans le fonctionnement des sociétés, vraiment dans le sens le plus large. Opérationnalisation en termes de variables et en termes de relations entre ces variables. Alors, c'est une manière, au fond, de transformer un tout petit peu l'objet d'étude de manière à favoriser une approche, ou des approches analytiques sur l'objet. Alors, tâchons d'être un tout petit peu plus spécifique. Quel type de questions est-ce qu'on cherche à comprendre? Alors, il y a tout le débat à comprendre, expliquer, mais je ne vais pas pour en parler plus tard, si vous voulez. Je scie souvent un petit peu entre les deux termes moi-même. Alors, quelques exemples du premier volet, qui est l'influence des variables et processus linguistiques. En quoi est-ce que la langue est importante pour autre chose? Alors, par exemple, les compétences linguistiques des acteurs contribuent-elles à leur créativité? Ça a été mentionné tout à l'heure. Là, on a déjà fait une série de papiers là-dessus avec une base de données nouvelle. On est en train de travailler maintenant sur un nouveau développement sur la créativité de groupe, par opposition à la créativité individuelle, ce qui pose plein de questions fascinantes. La diversité d'un groupe, le multilinguisme d'un groupe, c'est parce que le groupe présente des langues différentes ou bien parce que chaque membre du groupe est lui-même linguistiquement divers? Pas forcément la même chose. Donc, il y a des effets vraiment intéressants là derrière. Quelles sont les conséquences de l'insécurité linguistique qu'on éprouve quand on est amené à travailler ou à interagir dans une langue qu'on maîtrise mal? Comment est-ce qu'on peut identifier, mesurer ces conséquences? Totalement autre question, le fait que deux pays ont une langue en commun, est-ce que ça a un impact sur les flux du commerce international? Est-ce que ça favorise ce commerce, oui ou non? Sous quelles conditions? Enfin, dans certains cas, oui, mais il faut voir justement quelles sont les conditions qui font que. Quel effet a l'apprentissage de la langue du pays d'accueil sur l'accès au marché du travail par les migrants? Là, c'est les objets d'immenses débats très, très politisés, et c'est là qu'il me semble utile justement d'avoir des choses observables, mesurables, pour traiter ce genre de questions. Alors, voilà un exemple d'un faisceau. Passons à un second. Quel type de questions veut-on comprendre de trois? C'est justement la direction causale inverse, si vous voulez. Qu'est-ce qui influence les variables et les processus linguistiques? Par exemple, je reprends l'histoire du gaélique d'Écosse, est-ce qu'on peut réellement garantir la survie d'une langue à moyen ou long terme en focalisant la politique linguistique sur les personnes qui l'apprennent comme langue seconde, plutôt qu'en focalisant la politique sur les communautés où se concentrent les personnes dont c'est la langue première? Et c'est un débat maintenant extrêmement vif en Écosse. Et quand je dis vif, j'ai été surpris moi-même par la violence des débats, des choses que j'ai entendu dire il y a encore 2 semaines sur place, dans différents lieux. Donc, il y a voilà, un enjeu véritable. Pour prendre quelque chose de complètement différent, est-ce que l'étude préalable de l'espéranto a, oui ou non, un effet propédeutique sur l'apprentissage d'autres langues? Et si oui, dans quelle ampleur, pour quelle combinaison, etc.
Ou encore autre chose, pour prendre une immense question, la mondialisation induit-elle un accroissement ou une érosion de la diversité linguistique? Parce que c'est vrai qu'on peut se dire, maintenant, d'une part, oui, mondialisation, toute cette diversité qui nous environne, puis en même temps, on voit ces langues qui disparaissent à une certaine forme d'uniformisation linguistique et culturelle. Troisième volet de cette quel type de questions veut-on comprendre? C'est sur l'action qu'on peut avoir, les conditions de cette action, comment sélectionner, concevoir, calibrer, évaluer les interventions des sociétés en matière de langue, en matière de plurilinguisme, de multilinguisme, ce qui nous amène à des grands classiques de l'évaluation, de l'analyse de politique, c'est des questions d'efficacité, des questions d'efficience. Efficience, ça veut dire à peu près coût-efficacité, donc efficacité par unité dépensée, et des questions d'équité. Et des questions d'équité, en partie, c'est des questions morales, et pour ça, on va travailler avec des gens qui viennent de la philosophie politique, mais c'est aussi simplement, quelquefois aussi, des questions d'identification et de mesure. Qui gagne, qui perd, combien, etc. Et tout ceci débouche donc sur le vaste champ de l'analyse des politiques linguistiques en tant que politique publique. Alors voilà en gros les grandes orientations qui donnent corps à cette interdisciplinarité. Je me suis dit qu'il fallait quand même ajouter une diapositive 3.3 bis pour dire attention. Là, c'est très facile de tomber dans le cliché. J'en veux beaucoup. Ceux qui me connaissent savent que c'est, comment dire, it's more than a pet peeve. Là, j'en veux vraiment. Certains collègues dans une certaine sociolinguistique critique qui disent « Ah, mais vous êtes des néolibéraux », ils ne savent même pas ce que veut dire le mot néolibéral, visiblement. Donc, précisons bien qu'il y a pas mal de strates épistémologiques qu'il faut aller voir et dont on pourra peut-être parler plus tard aujourd'hui. L'idée, c'est que tout l'éventail des questions qu'on absorbe, qu'on regarde, qu'on tâche d'inclure dans une analyse d'un processus, d'un faisceau de processus, ça va du niveau micro-individuel au niveau macro-collectif-sociétal, tout en passant par le niveau méso des organisations. On regarde justement autant que possible les choses, les problématiques qui découlent de cette coprésence de ces différents niveaux. Du reste, ces différents niveaux, il n'y a pas besoin d'en avoir 3, on peut en avoir 2, c'est ce qui se fait souvent, mais on peut en avoir plus que 3 si on veut faire ça très, très en finesse. Ça incorpore aussi bien des aspects financiers et matériels que des aspects symboliques et immatériels. Et c'est là-dessus souvent qu'on est mal compris. J'ai beau écrire que les dimensions symboliques sont extrêmement importantes et dans une pesée économique du pour et du contre de différentes politiques, tenir compte de ces dimensions symboliques est aussi important que de tenir compte des aspects financiers et matériels. Je tombe régulièrement sur des textes où soit moi, soit des collègues, on est cités en disant que nous nous intéressons qu'à des histoires de fric, ce qui est faux. Justement, pas en économie, on ne s'intéresse pas qu'au fric. On s'intéresse à l'argent, bien entendu, mais l'économie, c'est une question de peser du pour et du contre dans l'action humaine sous certaines contraintes, et dans le pour et le contre, les aspects symboliques sont tout aussi importants que les autres. Et un tel examen, forcément, va être interdisciplinaire. Alors, ceci nous amène à ça, vous voyez, notamment l'intégration micro, méso, macro, ça nous oriente dans toutes de nouvelles directions qui sont vraiment fascinantes en sciences sociales et humaines, qui se tournent autour de l'application des théories de la complexité. Pas le temps d'entrer là-dedans maintenant, mais je voulais simplement signaler la chose et pourra y revenir par la suite si vous le souhaitez. Alors, maintenant, je vais peut-être... oui, effectivement, il me reste un petit quart d'heure. J'aimerais peut-être vous dire 2-3 choses sur une application des principes assez généraux que je viens d'essayer de vous exposer concernant le projet MIME. Alors, MIME, c'est Mobility and Inclusion in Multilingual Europe. C'était un projet qu'on a soumis en réponse au deuxième appel du 7e programme cadre de recherche et développement de la Commission européenne, et plus précisément de la Direction générale de la recherche et de l'innovation. Alors, vous allez me dire, ouais, vous critiquez les feel-good terms, là, vous en avez aussi? Oui, bien sûr. Il y en avait aussi parce qu'on voulait le fric. Là, on le voulait absolument. Donc, nous avons délibérément choisi des termes qui avaient ce côté un petit peu catchy, un petit peu... et c'était en fin de compte pas inutile parce que ça nous a permis de prendre une certaine distance critique précisément par rapport à ces termes de mobilité et d'inclusion. Parce que de nouveau, tout le monde est pour. Mais les choses, quand tout le monde est pour quelque chose, ça doit en général nous inquiéter un petit peu. Si tout le monde est pour, c'est qu'en général, ça ne mange pas de pain.
Donc, qu'est-ce que ça veut véritablement dire, mobility and inclusion? Et nous avons abordé cela dans un cadre particulier qui était celui d'un call for proposals, qui a été publié en juillet 2012, en anglais seulement du reste, et de manière exceptionnelle, il était sincèrement orienté vers l'interdisciplinarité. Pour une fois, on disait, tiens, c'est pas là juste pour faire joli, il y a une véritable attente de ce côté-là. Et ce qu'il y avait dans le call qui nous a beaucoup mobilisé, enfin, qui nous a attiré notre attention, c'est qu'il y avait une liste des disciplines qui devaient être intégrées au projet. Alors là, je cite verbatim du call, hein, interdisciplinary research, c'est ce qu'il demandait, drawing on a range of disciplines in the fields of humanities and social sciences, such as linguistics, political sciences, sociology, law, history, psychology, economics, educational sciences, philosophy and anthropology. Alors, such as, donc il ne voulait pas forcément exactement ça, mais il en fallait quand même pas mal. Et ils ajoutaient, ces perspectives doivent être mises en collaboration afin de take the following dimensions into consideration in order to close the gap between multi and monolingual citizens and improve employability and cohesion, etc. Alors, the following dimensions, qu'est-ce que c'était? Et c'est là que ça devient intéressant, parce que ce que ce projet demandait, et on se dit, mais c'est à la limite de la mission impossible, c'est une panoplie inhabituellement vaste de questions. Alors, je vous en fais la liste ici. Voilà, ça c'est ce qu'il y avait dans le call. Alors, dans le cadre du même projet, il fallait parler, comme vous le voyez, d'aspects politiques, institutionnels, pratiquement l'aspect légaux, juridiques. Hein. Il fallait parler d'aspects de la sociologie, d'aspects sociologiques ou sociolinguistiques de la dynamique des langues. Il fallait parler de communication plus ou moins efficace. Il fallait parler de language education in general, mais il fallait aussi parler de multilingual education. En même temps, il fallait aussi parler de, vous voyez, le point 6, language technologies, new media, etc. Faire une place à la traduction, à l'interprétation. Et puis en même temps, faire des prédictions sur l'avenir, foresight in the future, a multilingual Europe, etc. Donc, tout ceci sous le concept, le chapeau de the multilingual challenge for the European citizen. Alors, en général, un éventail de questions comme ça fait l'objet de questions séparées, de projets séparés, hein, de projets spécifiques sur, regardez, par exemple, qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'on peut améliorer, c'est des questions que vous connaissez infiniment mieux que moi, hein, sur voilà, différentes approches pédagogiques. Voilà. Donc, rien que le point 4, ça peut faire largement l'objet d'un ensemble de projets de recherche. Le point 5 sur l'éducation multilingue, la formation multilingue également. Tout ceci, il fallait le traiter conjointement. Alors, face à des exigences pareilles, qu'est-ce qu'on fait? C'est là qu'on se dit que forcément, on va devoir être interdisciplinaire. Donc, ça, c'est une implication stratégique évidente, mais bon, il fallait aussi tâcher de fédérer des équipes de recherche d'assez haut niveau, provenant d'une variété de disciplines, et en même temps, sans qu'aucune discipline ne jouisse d'une majorité absolue ou décisive, si vous voulez, dans le projet. Et il fallait, dans ce cadre-là, définir un cadre analytique qui soit à la fois suffisamment ouvert et flexible pour faire place à diverses disciplines, à leurs concepts, à leurs méthodes spécifiques, hein, qui sont très, très, très différentes. Il fallait quelque chose qui soit productif, entre guillemets, productif dans le sens de quelque chose qui puisse être décliné en problématiques, qui puisse traiter l'éventail des questions posées et cibler pour fournir des analyses suffisamment nettes afin d'en inférer des orientations de politique linguistique et donc répondre à la question « How to meet the challenge of multilingualism or the multilingual challenge for the European citizen ». Et ceci sans perdre de vue le fait que chaque cas est un cas unique. Et une chose qu'on voulait éviter, c'est la notion de best practice. On leur a dit dès le début, vous savez, on n'est pas des consultants, on va tâcher de bosser, travailler en tant que chercheur, et la notion de best practice, on ne l'a pas mis une seule fois dans notre proposition, si ce n'est pour dire que nous ne l'utiliserions pas. Alors, les principes avec lesquels on a travaillé sont donc les suivants. Donc, une interdisciplinarité, mais sincère. On était vraiment, vraiment pour. Ce n'était pas une interdisciplinarité un petit peu alibi, comme on la trouve quelquefois. Hein. Et l'intégration explicite des niveaux micro, méso, macro,
L'ancrage dans un cadre analytique fédérateur dont je vais vous parler, ça c'est dans les dias suivantes. Et puis le point 4, c'était tâcher en même temps d'entretenir un lien très structuré avec la pratique, ce qu'on appelle les stakeholders. Là aussi, c'est un terme un peu bateau, mais on a quand même organisé des réunions thématiques sur des thèmes différents. Une fois, c'était les professionnels de la traduction et de l'interprétation, une autre fois, celui de l'intégration linguistique des migrants, une autre fois, celui des concepteurs de politique linguistique, une autre fois, celui des enseignants de langues étrangères ou secondes, etc. Donc, on s'est comme ça retrouvé avec un projet avec 25 équipes participantes, ce qui est assez gros, et réparties dans 16 pays et surtout 16 spécialités disciplinaires. Alors, je dis spécialités disciplinaires parce que c'est souvent des sous-disciplines, mais nous avions quand même du droit, de la finance, de la géographie, de la philosophie politique, de la psycho, des sciences de l'éducation, des sciences économiques, de la science politique, de la sociolinguistique ou linguistique appliquée, évidemment. Si elle arrive en bas de liste, c'est uniquement parce que ceci est alphabétique, et de la sociologie et de la traductologie. Donc, faire travailler des gens aussi différents, hein, ça supposait quand même un cadre, mais ce qui nous a guidés, c'est repartir toujours, pas partir de nos disciplines, mais partir des questions, partir des problèmes. Et pour cela, il fallait de nouveau recadrer, pardonnez-moi la répétition du même SEM, et les recadrer avec un outil classique dans pas mal de sciences sociales et humaines, qui est celui du trade-off. Trade-off, je renonce à le traduire parce que même sur DeepL, qui est excellent, il vous propose que compromis, ce qui est pas mal du tout comme traduction, mais c'est un petit peu insuffisant. Alors, le trade-off, nous, on l'a vu entre mobilité et inclusion. Et en se disant que de la coprésence de la mobilité et de l'inclusion naissait la cohésion. Et mobilité-inclusion, en examinant au fond les problèmes, les questions qui étaient listées dans l'appel, ça s'imposait entre les lignes comme les thèmes centraux de ce Multilingual Challenge for the European Citizen. Le problème, c'est que la mobilité, c'est bien, l'inclusion, c'est bien, ce sont deux grands principes d'organisation qui sont a priori parfaitement valables et légitimes, mais qui ne convergent pas forcément. Et c'est de cette non-convergence elle-même que nous avons tiré le cadre analytique du projet. Alors, ces deux objectifs qui, au fond, découlent assez directement du projet politique européen. D'une part, la mobilité, l'idée c'est qu'on voyage, on émigre, on immigre, on migre, on commerce, on communique, que ce soit physiquement ou virtuellement, ça pose la question des langues que l'on utilise pour cela. Et puis de l'autre part, il y a l'inclusion. Toute communauté, petite ou grande, dans laquelle on peut être plus ou moins inclus. Et là, il y a toute une immense discussion à avoir sur qu'est-ce qu'on veut dire par inclusion. Terme qu'à mon avis, on emploie beaucoup trop, à toutes les sauces, pour dire absolument n'importe quoi. Là, je vous dis, on l'a utilisé pour des raisons bassement tactiques, mais en attendant, ça nous a amené à nous interroger sur qu'est-ce que ça veut véritablement dire inclusion. Et toute communauté tient à préserver son caractère unique, spécifique, y compris dans ses langues et ses cultures, ses spécificités. La spécificité n'est pas l'opposé ni l'ennemi de la diversité. Ça, c'était une de nos grandes leçons, des choses les plus profondes, je crois qu'on ait trouvé. C'est au contraire une condition de la diversité. Mais pour dire pratiquement la même chose dans d'autres termes, l'Europe ambitionne à la fois d'être très intégrée, très flexible, etc. Vous vous souvenez de ces grandes déclarations, Barcelone par exemple, sur devenir la plus avancée des sociétés fondées sur la connaissance, et puis le multilinguisme en était une composante. Et puis, en même temps, préserver sa diversité, donc la diversité interne des éléments qui la composent. Alors, le problème, c'est justement la non-convergence de ces deux choses. Comment être sûr que les langues qui permettent la mobilité ne deviennent pas trop dominantes, minant par là même les conditions de l'inclusion? Et si vous voulez un exemple, je vous invite à lire les déclarations assez abasourdissantes de la mairesse de Helsinki il y a un mois et quelques. Là, bon, j'ai retrouvé un article dans le Times, allez voir. Alors, elle propose ni plus ni moins de faire de l'anglais une langue officielle supplémentaire de la ville d'Helsinki. Ah, parce qu'il faut, vous comprenez, il faut attirer des gens, puis le finnois, c'est difficile. Et puis, il y a dans le même article une dame qui se plaint, oui, vous voyez, j'ai vraiment de la peine à trouver du travail parce que I'm sorry, I don't speak Finnish. Oui, bon voilà, est-ce que ça veut dire que moi, sous prétexte que j'aime la Turquie, c'est un pays qui me passionne, hein, je devrais, voilà, je vais à Ankara, mais j'exige qu'on me trouve un poste en français, puis que, voilà. Une espèce d'absurdité qui, moi, des fois, me laisse pantois.
Et le problème, hein, c'est qu'on peut, à ce moment-là, enclencher des mécanismes de dominance qui se traduisent par la marginalisation des langues locales. Alors, ça peut être dramatique, comme dans le cas du gaélique d'Écosse, ou ça peut être juste un petit peu irritant, comme dans le cas que je viens de citer en exemple. Et à ce moment-là, ça peut aussi enclencher des réactions identitaires avec les périls politiques que ça compose. En même temps, c'est une mobilité sans limite peut écraser la diversité, se traduire par toutes sortes de formes d'uniformisation. C'est très bien d'avoir beaucoup de diversité et puis d'avoir des restaurants de toutes sortes de provenances dans n'importe quelle ville, mais si vous avez exactement la même sélection, le mexicain, le grec, le chinois, le japonais, le ceci, le cela partout, au fond, vous avez une espèce de cosmopolitisme qui devient parfaitement uniforme. C'est paradoxal comme la diversité peut engendrer l'uniformité. Et réciproquement, comment faire pour que si on dit, voilà, on va prioriser les langues de la communauté dans lesquelles l'inclusion se réalise, il ne faut pas pour autant créer des barrières qui vont entraver la mobilité que l'on souhaite également. Alors, avoir plus de l'un signifie généralement avoir moins de l'autre. Si on insiste sur la mobilité, on risque de saper les possibilités d'inclusion et réciproquement. Si on met tout le paquet sur l'inclusion, on restreint la mobilité. Et la tension entre deux choses, quand l'un réduit l'autre réciproquement, c'est l'essence même du principe du trade-off. Alors, nous avons utilisé ce trade-off dans toutes les équipes travaillant dans leurs perspectives disciplinaires différentes. On a réinterprété the Multilingual Challenge for the European Citizen comme une tension entre les objectifs, et la réponse au défi prend la forme d'une compatibilisation ou amélioration de la compatibilité entre des objectifs qui sont valables, mais non convergents. Et c'est ça qui a structuré la recherche des 25 équipes à travers leurs 11 perspectives disciplinaires. Alors, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, forcément. Par contre, je peux vous proposer deux, trois choses là-dessus. Alors, donc, on a quand même produit pendant la durée du projet, dans les 1500 pages de rapport, fait 250 à 300 présentations, une quarantaine d'ateliers, de conférences, entre guillemets, dédiées, là, dedicated, je n'ai pas trouvé de bonne traduction française, une soixantaine d'articles dans des revues spécialisées ou des chapitres d'ouvrages collectifs. Et en même temps, on a impliqué, je vous parlais de ces stakeholder meetings, donc on en avait différentes catégories chaque année, mais au total, quelques 220 organisations professionnelles de gens qui sont liés au multilinguisme. Un des produits, alors je voulais en amener un avec moi, mais bon, je suis parti un peu en catastrophe hier soir pour ne pas rater mon train, et puis je n'ai pas pris d'exemplaire avec moi de ce livre qui fait un peu moins de 200 pages. C'est une collection de 72 questions sur le multilinguisme, chacune traitée en 2 pages. Alors, vous pouvez le télécharger gratuitement. Vous allez sur le site mindproject.org/Abedmecum et vous avez un livre que nous avons voulu très tourner vers les besoins des praticiens, notamment des politiques, qui soient dans un parlement national, régional, voire au Parlement européen, puis qui tout à coup va débarquer sur leur table ou dans leur boîte aux lettres une motion, une proposition concernant le multilinguisme, et puis qui n'ont absolument aucune idée de quoi ça parle, etc. Là, on leur propose un balayage extrêmement large de questions sur le multilinguisme, qui va aussi bien de la politique linguistique universitaire que des droits des minorités linguistiques, etc. Alors, vous pouvez le télécharger gratuitement. Si j'avais eu plus de temps, je pense que j'aurais pris une valise de plus pour en amener et en offrir des exemplaires physiques. Les exemplaires physiques, nous en avons. Il reste un petit peu d'argent avec lequel on peut payer l'affranchissement. Si vous souhaitez des exemplaires, vous nous envoyez un tout petit mot avec la ligne Mindvademecum, un courriel, et je vais suivre à quelqu'un qui expédiera, si vous le souhaitez, des exemplaires de ce livre qui est, à mon avis, assez sympa, coloré et tout, et peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà rencontré. On a fait pas mal d'efforts pour le diffuser auprès des politiques, mais voilà, il en reste des exemplaires qui sont donc faits pour être consommés, utilisés.
Dans les produits post-projet, une fois qu'on avait bouclé tout ça, on s'est dit on veut aussi tâcher de rassembler, non seulement, bon, effectivement, toutes sortes de publications supplémentaires, mais on est en train de mettre la dernière main, enfin, ça s'est fait, c'est pratiquement chez l'imprimeur, un ouvrage de plus de 500 pages qui s'appelle Advances in Interdisciplinary Language Policy, qui va sortir chez John Benjamins dans quelques mois, et qui est au fond là, le versant, si vous voulez, plus scientifique du vade-mecum. Autant le vade-mecum était fait pour les décideurs, pour les politiques, là, on a un pendant plus scientifique. Alors, on a mis, Covid oblige, on a mis à peu près 1 an de plus à réaliser le projet, sur lequel on n'était pas censé le livrer dans le cadre de notre financement pour la commission, mais c'est quelque chose qu'on a décidé de faire en plus après coup, et ça nous a pris plus de temps vu les circonstances présentes. Alors, je vais conclure maintenant en disant simplement que rien de tout ceci n'aurait été possible sans interdisciplinarité ou sans une perspective ou un ethos interdisciplinaire, qu'il s'agisse justement du tout petit observatoire ELF ou des différents projets, y compris des projets de plus grande ampleur comme celui dont je viens de vous parler. Tout ceci n'aurait pas été possible sans cela. Et j'insiste, pas une interdisciplinarité de type Feigeblatt, comme on dit en allemand, une feuille de vigne, ou un alibi, mais vraiment un engagement sincère transposé dans un cadre analytique. Il faut être vraiment intéressé à se dire, tiens, comment est-ce que tel ou tel fonctionne dans sa manière de penser. Ah, elle me dit ceci, tiens, pourquoi est-ce qu'elle me dit ça? Et j'ai été confronté à ça dans le cadre d'un précédent projet européen où j'étais pas coordinateur, mais vice-coordinateur, un projet que certains d'entre vous ont peut-être rencontré qui s'appelait DLAN, pour Dynamique des langues. Et bon, c'était bien Dynamics of Languages, ça marchait en français et en anglais. Et là, j'ai été confronté, et j'ai découvert au fond des perspectives très, 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 très inimaginablement différentes de ce à quoi j'étais habitué. Et dans ce cadre-là, au fond, quelquefois, le problème, c'était, même si on disait, en fin de compte, non, on a une manière épistémologiquement tellement différente de bosser qu'on n'arrivera pas à collaborer, mais au moins, on peut remonter par le raisonnement au niveau où on peut dire, on peut exprimer, on peut identifier la nature du désaccord méthodologique, épistémologique, etc. Et j'ai eu ce problème par rapport à certains collègues qui font de l'ethnométhodologie et de l'analyse conversationnelle. Jusqu'où est-ce qu'il faut remonter pour dire le désaccord? Et puis, une fois qu'on l'a dit, on peut le laisser là, ou bien on peut décider, ben non, on va quand même faire un effort pour aller plus loin. Donc, ça, quand je parle d'interdisciplinarité, je parle véritablement de ce dialogue vraiment par articulation, et je reviens à cette description, cette caractérisation du sociologue Conan Hutter. Donc, ce qui nous a permis de faire ça, le moteur là derrière, l'élément fédérateur qui était sous-jacent au cadre analytique du trade-off, c'était une véritable passion partagée par tous pour la diversité des langues. Et je pourrais vous parler longuement de comment on a constitué le consortium avec ces 25 équipes. Pas toujours été facile, il y avait toutes sortes de difficultés. En plus d'un paradoxe, c'est qu'il faut ouvrir très largement, puis en même temps, il faut constituer une équipe avec ses secrets de fabrication. Qu'est-ce qu'on ouvre, qu'est-ce qu'on n'ouvre pas, qu'est-ce qu'on dit pas, qu'est-ce qu'on révèle pas dans toute la période qui précède le dépôt du projet. Mais ce qui nous a unis, c'est, je crois, une véritable passion partagée par tous, quelles que soient les disciplines, pour la diversité des langues. Alors voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur l'expérience de l'Observatoire ELF et ses utilisations. Et là-dessus, je vous remercie de votre attention. Je vais me remasquer.